Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information de votre journal de 22 heures dont tels sont les principaux faits. Ce matin, tenue de la 18e séance du Conseil des ministres sous la présidence du chef de l'État, chef du gouvernement, Ismaël Omar Guelleh. Également dans l'actualité de ce soir au Rwanda, donc la banque française BNP Paribas est accusée de complicité dans le génocide. Des crédits ont été donc alloués pour l'achat des armes. Voilà pour le sommaire, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Sous l'autorité du chef de l'État, chef du gouvernement, s'est tenue aujourd'hui la 18e séance du Conseil des ministres, où 6 questions étaient donc inscrites à l'ordre du jour. Le premier projet de loi a porté sur les contrats d'infrastructures stratégiques procédés par la volonté du gouvernement de préserver les intérêts supérieurs de la nation. Le troisième projet de décret a porté sur le code du travail à Djibouti. La quatrième question donc abordée est un projet de décret qui vise à mettre en place une politique d'insertion de jeunes en milieu professionnel dans les secteurs publics et privés. La cinquième question a porté sur la création d'un comité de pilotage du projet d'appui au renforcement des compétences dans les secteurs de la santé. Écoutons donc pour plus de précisions le ministre des Affaires étrangères et porte-parole du gouvernement par intérim, Moumin Ahmed Cheikh. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef du gouvernement, s'est tenu la 18e séance du Conseil des ministres ce jour, mardi 20. À l'ordre du jour, 6 questions. Projet de loi relatif au contrat des infrastructures stratégiques qui procède de la volonté du gouvernement de préserver les intérêts supérieurs de la nation. En effet, la République de Djibouti a fait le choix de tirer parti de son emplacement stratégique en faisant du développement du secteur des infrastructures comme pilier fondamental de sa politique nationale de développement et qui vise à faire de Djibouti une plateforme logistique, maritime et commerciale majeure. Cependant, il ressort de l'analyse de certains contrats portant sur la gestion ou l'exploitation des infrastructures stratégiques qui, à bien des égards, leur contenu, de même que leurs conditions d'exécution, nuisent aux intérêts de la nation et s'avèrent significativement insignifiants en termes de retombées économiques. Le devoir suprême du gouvernement étant de sauvegarder et de garantir les intérêts supérieurs de la nation, il est devenu nécessaire de mettre en place les démarches adéquates pour renégocier ou résilier les contrats concernés. Projet de décret fixant les conditions de fond et de forme, les effets et les mesures de contrôle de l'exécution des contrats d'apprentissage conformément aux dispositions de l'article 75 alinéa 4 de la loi numéro 133 portant Code du travail à Djibouti. Dans le but de contrer le niveau élevé de chômage des jeunes, le gouvernement vise à mettre en place une politique d'insertion des jeunes en milieu professionnel, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Le présent projet ambitionne d'inciter les employeurs à embaucher des jeunes de 16 à 25 ans sans expérience professionnelle afin de leur permettre de découvrir le monde du travail tout en se forgeant une expérience professionnelle. Durant la période d'apprentissage, le jeune apprenti percevra un salaire qui ne peut être inférieur à 25% du salaire afférent au métier dans lequel l'apprentissage s'effectue. Il s'agit de doter les jeunes d'un savoir-faire et d'apprendre un métier. Projet de décret fixant les conditions d'organisation, de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires, conformément à l'article 282 du Code du travail. À l'heure actuelle, toutes les branches d'activité ne disposent pas de conventions collectives du travail. C'est pourquoi
la Commission aura pour principal objectif de relancer la conclusion des conventions collectives sectorielles, mais aussi de veiller à leur application. En outre, la Commission sera chargée d'étudier l'évolution des salaires hiérarchisés dans le secteur privé. Il s'agit là de compléter la convention collective de 2011. Projet de décret portant création et organisation d'un comité de pilotage du projet appui au renforcement des capacités dans le secteur de la santé. Ce projet vise à appuyer les efforts du gouvernement à améliorer l'accès des services de santé de qualité pour la population. Il s'agit de la construction d'un hôpital moderne de 220 lits, de la fourniture des équipements de l'hôpital ainsi que de la formation des médecins spécialistes et paramédicaux, du personnel administratif et du personnel de maintenance. Ce projet contient également un volet d'appui à l'opérationnalisation de l'assurance maladie universelle et au fonctionnement des structures de santé. Le projet est financé par un prêt de la Banque islamique de développement, un don du Fonds africain de développement et une contribution du gouvernement. La gestion de ce projet est confiée à la Caisse nationale de sécurité sociale. Je reviens avec vous, Asma, sur la seconde question examinée, la plus importante, qui a porté sur un projet de loi rectificatif du budget des finances de l'État pour l'année en cours 2017. Cette question, effectivement, donc, devra être soumise à l'approbation du Parlement afin que les termes de certains accords ou contrats portant donc sur le renforcement de nos infrastructures soient renégociés ou à défaut résiliés. C'est quoi donc, Asma? Ça signifie quoi? Eh bien, Ali, une résiliation des accords ou contrats sera prononcée s'il s'avère que les retombées économiques des 10 accords sont considérés peu porteurs ou ne répondent pas à l'intérêt majeur de la nation. Il s'avère que certains accords qui portent sur la gestion ou l'exploitation des infrastructures soient insuffisants en termes de retombées économiques. Eh bien, Ali, cette question examinée a porté sur un projet de loi rectificatif du budget de finances de l'État pour l'année en cours, donc cette année 2017. Ce budget est équilibré en recettes et en dépenses. Il passe toutefois de 120 milliards 825 millions de nos francs à 131 milliards 646 millions, soit une augmentation de 10 milliards 821 millions. Il faut savoir, Ali, que cet accroissement du budget résulte de l'augmentation des ressources intérieures. Alors comment? Tout simplement par un meilleur décaissement de finances. Ces résultats fiscaux proviennent des efforts sans cesse donc déployés par l'administration fiscale. En matière de dépenses, le budget rectificatif prévoit une hausse de dépenses, notamment des dépenses d'investissement. Les investissements publics connaissent également une hausse éducative qui se traduit par la poursuite des grands projets. Eh bien, la question donc, qui se pose à ce moment-là, c'est vers où sont axées les orientations prévues par ce projet? Eh bien, ils sont axés sur la rationalisation des dépenses courantes et le fonctionnement, sur la consolidation de la stabilité macroéconomique, la maîtrise des équilibres fondamentaux et enfin sur la promotion de l'investissement privé. Et à ce sujet, nous avons au téléphone le responsable à la direction du ministère du Budget, Monsieur Mohamed Hassan Ali. Bonsoir, monsieur. Oui, bonjour, madame. Eh bien, alors, nous l'avons compris, nous allons revenir avec vous sur l'élaboration du budget. Comment est-ce que le budget est élaboré? Alors, le budget est élaboré par le ministère du Budget. Une fois que le budget national, en fait, est élaboré, il est proposé au Conseil des ministres, puis il est transmis à l'Assemblée, qui l'adopte. Pour, pour la loi de finances rectificative, ce budget est arrêté à 131 milliards. Donc, on est dans un contexte de révision. Il faut se mettre d'accord. Hein. On est dans la révision. Alors, il y a 3 lois de finances que le gouvernement propose. Il y a la loi de finances initiale qui est déjà votée. En cours d'année, il y a une loi de finances rectificative. C'est celle-ci qui est proposée. Elle est proposée sur 2 bases en tenant compte de l'exécution du budget au cours de l'année
et en même temps des changements qui seraient susceptibles d'apporter. D'accord? Comme par exemple, s'il y a des sécheresses, des incendies, donc l'État va, excusez-moi, revoir le plan. Donc voilà, une fois après que le budget est adopté, il va être proposé. Et ce projet de loi qui, on le rappelle, rectificatif du budget de finances de l'État pour cette année, répond finalement à quel objectif? Pardon? Ce projet de loi, monsieur le directeur, qui, on le rappelle, rectificatif du budget de finances de cette année-là, répond à quel objectif? En fait, l'objectif de ce projet, en fait, c'est l'intérêt d'une loi de finances rectificative, c'est de corriger le budget national. C'est-à-dire, elle vient corriger le budget de la loi de finances initiale de 2017, qui a été proposée. Alors, les modifications qui sont apportées, c'est au niveau non seulement des recettes, et au niveau des dépenses. Donc, il y a une hausse, un équilibre de plus de 10 milliards. Cette hausse au niveau des recettes, donc l'État va recouvrir les dividendes de DCT de plus de 5,5 milliards. Il y a également la vente de biens publics, 302 millions. Au niveau des financements extérieurs, il y a des emprunts, puisque le pays est en pleine croissance, et donc il y a de nouveaux emprunts qui sont contractés dans le cadre des grands projets. Et puis il y a des dons de 624 millions. Voilà. Donc, et ça, vous parlez donc de cette hausse, justement, c'est une augmentation de 10 milliards 821 millions de nos francs. À quoi ces 10% de hausse vont-ils servir, justement? Alors justement, une fois que nous avons les ressources sont prévues de 10 milliards, ces ressources seront affectées pour financer le programme d'investissement de l'État. Également au niveau des dépenses courantes, il y aura des recrutements qui sont prévus, évidemment. Par exemple, il y a des revalorisations des ingénieurs, il y a des recrutements dans certains types de ministères, dans certains domaines en matière de sécurité. Tous ces recrutements-là, il y a également pour financer la dette extérieure, il y a également pour financer des investissements. Donc, tous ces recettes seront focalisées sur le développement des investissements et pour financer les frais de fonctionnement de l'État. Voilà, donc on a fait le point sur cet financement, monsieur. Pour terminer rapidement, cet accroissement du budget donc résulte, on le rappelle pour les téléspectateurs, de l'augmentation des ressources intérieures. Quel est l'objectif, pour terminer, du gouvernement recherché donc pour le financement de ce projet, justement? Alors justement, l'objectif du gouvernement dans ce projet, c'est de proposer un rectificatif de la loi de finances initiale. Tout ça pour après proposer la loi de règlement qui sera proposée vers la fin de l'année, une fois que les comptes seront arrêtés. Et donc, cette manne justement financière va permettre de développer le pays et d'affecter les ressources vers certains types de domaines prioritaires, tels que la santé, le développement des routes, voilà. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Ali Hassan. Donc, c'était un des responsables à la direction du ministère des Budgets qui, allez, on le rappelle, on vient de répondre à la question, sert à financer les programmes de l'investissement de l'État. Donc, voilà, pour ces précisions sur ce projet de loi qui illustre la volonté du gouvernement de poursuivre les efforts pour mobiliser davantage les ressources budgétaires. Et donc, le Conseil a enfin avalisé en fin de séance un projet de décret visant à nommer des nouveaux responsables au sein du département de la santé publique. Qu'en est-il, Asma? Eh bien, il s'agit de M. Mahad Ibrahim Hassan, conseiller technique du ministre de la Santé, Madame Nem'a Moussa Ali, nommée inspectrice de la santé, chargée des soins des mères et enfants. Monsieur Barre, Mohamed Barre, est nommé, lui, inspecteur de la santé, chargé des soins infirmiers. Et enfin, Madame Souad Daoud Obsi est nommée inspectrice de la santé, chargée des soins prénatals et néonatals. Voilà, ce que l'on pouvait dire sur cette 18e séance. Restez donc avec nous sur ce plateau, sur ce sujet du retour des ressortissants djiboutiens de l'Éthiopie. Le gouvernement djiboutien a rapatrié hier après-midi une partie des ressortissants djiboutiens qui ont été donc pris
pris parti lors des derniers affrontements interethniques survenus en Éthiopie. Certaines d'entre elles ont été blessées. Qu'est-ce qui s'est passé dans Asma? Et des compatriotes de nationalité donc djiboutienne ont été attaqués alors qu'ils s'étaient rendus en touristes en Éthiopie pour échapper aux grandes chaleurs de l'été. Leurs agresseurs, qui ne voyaient en eux que des Somalis, les ont attaqués dans la région de Harar et du Hawayadai. Donc je vais y arriver. Lors de ces affrontements, les parties belligérantes dressaient souvent des barrages sur les routes. Eh bien, ils s'en prenaient à ceux qu'ils estimaient être des ennemis. Pourquoi donc, Asma, l'information n'a pas été circulée et l'on a maintenu le silence? Alors, les autorités djiboutiennes ont tenu à être très discrètes sur cette affaire afin de ne pas dresser les communautés les unes contre les autres et de faire baisser les tensions. Des incidents à titre de vengeance pouvaient vite s'étendre à Djibouti même. Au total, ces 9 personnes, dont un bébé de quelques mois, ont été rapatriées et plusieurs personnalités se trouvaient donc hier, dans l'après-midi, à l'aéroport de Djibouti, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, la secrétaire d'État chargée des Affaires sociales, et parmi ces personnes se trouvait une femme, Madame Acha Issa, blessée lors de cet affrontement. Et elle a été donc secourue et sauvée par les forces fédérales éthiopiennes. Elle a ensuite été vite hospitalisée et prise en charge par le consulat de Djibouti à Dire Dawa. Eh bien, ils ont témoigné et ont raconté leurs mésaventures qu'ils ont subies en Éthiopie au milieu du conflit interethnique. Et en premier, bien sûr, ils ont remercié le bon Dieu pour être revenus sains et saufs dans leur pays. Merci donc pour toutes ces précisions. Direction l'Égypte, où une délégation djiboutienne conduite par le ministre de la Culture, Momin Hassan Barry, a ensuite visité le grand musée de Caire, qui constitue un haut lieu de l'histoire de l'Égypte ancienne, notamment l'ère pharaonique. Le musée est situé à la place Tahrir, au cœur du Caire. Il présente donc des collections dans une centaine de pièces constituées depuis le 19e siècle. 60 000 objets de toutes sortes sont exposés dans ce musée. Il est à rappeler que le ministre, lors de sa rencontre avec son homologue égyptien, a évoqué la coopération en matière de gestion des musées et la conservation des collections antiques. Il a présenté ainsi à cette occasion les recommandations faites par les experts pour mieux exploiter le projet du musée national, qui sera donc abrité dans les locaux du chemin de fer à l'ancienne gare au plateau du Serpent, un projet de taille qui figure parmi les projets phares de la culture à Djibouti. Le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, s'est déplacé hier à Hol-Hol, où il s'est rendu à l'école militaire Al-Hadji Hassan Gouled Abtidon. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a effectué le déplacement par hélicoptère. Il était accompagné d'une forte délégation composée du général Ali Hassan Kamil, du général Tahir Mohamed Ali, ainsi que d'autres officiers supérieurs des différents services. Cette visite inopinée avait pour objectif donc de voir l'avancée de la formation de 100 jeunes militaires qui doivent donc obtenir le certificat militaire élémentaire. Ces jeunes recrues étaient donc en pleine formation hier sur le terrain. Ils effectuaient des exercices de combat. Après avoir donc suivi ces exercices, le général a prononcé un mot. Zakaria Cheikh Ibrahim a exhorté les militaires en formation à faire preuve de beaucoup de patience et de persévérance. Fin de citation. À l'issue de la visite de Hol-Hol, la délégation s'est rendue de manière inopinée également dans la localité d'Ali-Ouné, dans la région de Damerjoug, où quelques 365 militaires du tout nouveau bataillon dénommé le bataillon d'intervention effectuent un stage commando. Après les honneurs, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim, a tenu une brève allocution devant les militaires de ce bataillon. Il a notamment voulu attirer leur attention sur l'importance de leur formation, précisant que le pays compte sur eux. Dans le cadre de la mise en service des nouveaux passeports biométriques, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdillahi Abdi Farah, a exhorté la population de changer les anciens passeports électroniques en nouveaux passeports biométriques récemment mis en circulation. Au cours de cet entretien qu'il nous a accordé, le directeur général de la police nationale a affirmé que les passeports biométriques sont mis en circulation pour remplacer les passeports électroniques en vigueur depuis 2009 et que les anciens passeports ne
ne sont donc plus valables. Au cours de la même entrevue, le directeur général de la police nationale a en outre précisé que les Djiboutiens ont jusqu'à la fin de l'année 2017 pour changer leur passeport électronique en passeport biométrique. Je vous propose de le suivre. Je reviens encore une fois pour m'adresser à mes concitoyens, chers frères et sœurs. Nous sommes au 9e mois de l'année. Il ne reste que 3 mois d'ici fin décembre. Je vous invite une fois encore à venir renouveler vos passeports électroniques, puisque la date limite est fixée à la fin de l'année. Donc pour ne pas se retrouver obligé à demander à la dernière minute et se précipiter, je vous invite à venir procéder votre démarche pour renouveler vos passeports et prendre le passeport biométrique qui lui sera valable pour les années à venir. Je précise que d'ici le 31 décembre, le passeport électronique ne sera plus accepté. Donc, je vous demande de venir les renouveler pour avoir un passeport valable à partir du 31 décembre. Date de rigueur, c'est 31 décembre. À partir du 31 décembre, le passeport électronique et le passeport manuel ne seront plus acceptés. Donc, je vous demande, chers frères et sœurs, une fois de plus, de venir procéder au renouvellement de vos passeports. Chapitre social de cette édition, une rencontre s'est tenue aujourd'hui au sein du siège de l'UNFD. Cette rencontre a donc pour objectif de réunir le maire de la ville, les élus locaux, les femmes parlementaires ainsi que les associations de la commune de Balbala. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre du programme de sensibilisation des associations des femmes et leaders communautaires sur la lutte contre le VIH/SIDA à Djibouti. D'autre part, cette rencontre avait pour but d'échanger sur les services publics rendus au service de la population au niveau des communes de Balbala, de Boulaous et de Razdika. Cette initiative de l'UNFD a permis donc aux membres de la société civile d'avoir d'amples informations sur les services publics rendus auprès des populations. Les associations et leaders du quartier ont profité de l'occasion et ont longuement donc partagé les problèmes que rencontrent leurs quartiers respectifs. Direction la ville de l'Unité où dans le cadre du programme national de solidarité famille, une équipe du secrétaire d'État aux affaires sociales s'est rendue dans la région de Dikil, plus précisément la sous-préfecture de Yoboki, en vue de procéder donc au 3e transfert monétaire en faveur de familles djiboutiennes vulnérables. Des équipes du ministère du Budget et de l'UNFD ont participé à la remise de soutien financier en faveur des familles les plus vulnérables. Une assistance financière donc directe de 30 000 francs Djibouti par trimestre et par ménage est offerte. De son côté, l'UNFD intervient dans ce programme sur le volet de sensibilisation sur la santé de la mère et de l'enfant ainsi que la scolarisation des enfants. Ce vaste programme gouvernemental initié par le secrétaire d'État aux affaires sociales est l'un des seuls programmes sociaux qui touche l'ensemble de la population dans toutes les régions et localités isolées du pays. Il s'inscrit également dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. La mission conjointe a sillonné toute la localité de la sous-préfecture de Yoboki, notamment Daoudaouia, Gorabous, Gallamou, Cheikhaiti et Bondara. Les bénéficiaires du programme du PNSF donc ont vivement remercié le secrétaire d'État à la solidarité nationale et l'UNFD ainsi que le ministère du Budget pour le soutien financier. Les responsables de cette mission ont également donc remercié toutes les personnes qui ont pris part à la réussite. Je vous propose de le suivre. Voilà, je m'appelle Charmarki Hassan, je suis le coordinateur du programme PNSF, le volet sur les mesures d'accompagnement que l'UNFD mène en partenariat avec le secrétariat d'État aux affaires sociales. Nous sommes à Cheikhaiti 2, comme vous voyez. Nous avons sillonné toute la semaine dans les localités de la région de Dikil. Nous sommes une équipe conjointe composée du secrétariat d'État aux affaires sociales, de l'UNFD, ainsi que le ministère du Budget. Comme vous voyez, il y a le paiement de l'assistance financière et le secrétaire d'État aussi qui est représenté ici, et ainsi que l'UNFD. Donc nos activités sont basées sur la sensibilisation des mères allaitantes et des mères enceintes.
afin d'améliorer leur santé, la santé des enfants, ainsi que le suivi et la santé de la femme enceinte. En général, les activités se sont très bien déroulées dans toutes les localités. Nous remercions la préfecture, les conseils régionaux, ainsi que les autorités, toutes les autorités locales, les chefs de village, les sages qui nous ont aidés à manifester une parfaite collaboration tout au long de ces activités. Nous terminons l'actualité nationale avec cette disparition, celle de ce jeune homme, en l'occurrence Mohamed Hassan Dileta, survenu hier après-midi à l'hôpital Pelletier. Le défunt était donc né en 88 à Tajoura, employé du port de Djibouti. Il laisse derrière lui une veuve, 4 enfants. Le défunt est le fils de Hassan Dileta, l'inspecteur de contrôle à la douane. Le jeune Mohamed était donc le président dynamique de l'association ABSCO de Tajoura. Suite à l'accident de voiture au PK23 le vendredi soir, le jeune homme avait subi de multiples traumatismes, donc état comateux. Il succombe donc à ses blessures. Après avoir entendu ces nouvelles choquantes, le directeur de CDC de la jeunesse et au sport, Omar Hassan, et donc un responsable de FIAMA de Tajoura passent leurs sincères condoléances à l'ancien premier ministre Dileta, Mohamed Dileta, à sa grande famille et aux amis du défunt. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent aux nouvelles à travers le monde avec nous, Fardous, pour décortiquer ces informations. Fardous, au Rwanda, donc BNP Paribas accusé de complicité de génocide. Effectivement, donc des juges français ont été désignés pour enquêter sur une plainte d'ONG accusant donc la BNP Paribas d'avoir financé un achat d'armes au profit de la milice Hutu pendant le génocide de 1994 au Rwanda. L'information judiciaire a été ouverte le 22 août pour complicité de génocide et de complicité de crimes contre l'humanité est confiée à des magistrats du pôle génocide et crimes de guerre du tribunal de grande instance de Paris, où sont déjà institués environ 25 dossiers liés à ce même génocide. Eh bien, donc, l'association anticorruption Sherpa, le collectif des partis civils pour le Rwanda et l'organisation non gouvernementale Ibuka en France, donc, accusent le groupe bancaire d'avoir permis, en juin 1994, je cite, le financement de l'achat de 80 tonnes d'armes au profit des miliciens Hutus en plein génocide des Tutsis et en violation d'un embargo décrété par les Nations Unies. Effectivement, donc 23 ans après le massacre, c'est la première fois qu'une banque française se retrouve donc au cœur des soupçons de la complicité. Donc les associations affirment que la BNP Paribas, les 14 et 16 juin 1994, accusée donc de transfert de fonds de plus de 1,3 million de dollars. À partir d'avril 1994, plus de 800 000 personnes et dans l'immense majorité donc des Tutsis avaient été massacrés en une centaine de jours, dans la tuerie déclenchée après la mort du président donc Hutu survenu dans un attentat d'avion. Et au Brésil, pour terminer, la réserve Ranca en Amazonie sera donc préservée, une nouvelle donc pour les écologistes. Et oui, c'est une victoire pour les défenseurs de l'environnement. Le gouvernement brésilien a finalement annulé le décret autorisant l'exploitation d'une réserve naturelle d'Amazonie par des entreprises privées couvrant donc une zone plus grande que la Suisse. La réserve dite Ranca abrite d'importants gisements d'or, d'aluminium, de fer, de cuivre et de manganèse, de richesses fortement convoitées qui étaient donc protégées depuis le début des années 80, la zone précieuse pour sa biodiversité. Un statut que le Brésilien Michel Temer avait décidé d'annuler en août dernier pour dynamiser l'activité minière sur fond de crise économique. Cette décision donc a suscité la colère de nombreuses ONG et des personnalités, y compris politiques, qui étaient donc montées au créneau, protéger donc ce poumon de la déforestation et des risques de pollution. Merci Fardous pour ces précisions. Merci à vous de nous avoir suivis et passez une excellente soirée avec la suite de nos programmes télévisés.